Je vous propose désormais de passer au dossier numéro 2. Mademoiselle V, 18 ans, consulte pour une demande d'interruption de grossesse. C'est la première fois qu'elle consulte chez un gynécologue. C'était l'un de ses premiers rapports sexuels. Ses dernières règles datent d'environ 10 semaines et un test urinaire a confirmé la grossesse. Elle se souvient d'être de groupe A négatif. Quels sont les objectifs de la première consultation IVG ? Lors de la première consultation d'IVG, il est important d'enregistrer et de dater la demande d'IVG, plus de faire une déclaration à la DRAS. C'est à partir de cette date-là que va commencer le délai de réflexion obligatoire de 7 jours pour la patiente. Entre le moment où elle fait sa demande et le moment où le geste doit être réalisé, 7 jours sont obligatoires, sauf quand on arrive aux dates limites de terme, c'est-à-dire de 14 semaines, où là, ce délai peut être réduit à 2 jours. Il va falloir confirmer, dater et localiser la grossesse. Le meilleur examen pour le réaliser, bien sûr, c'est l'échographie. Confirmer la grossesse, on va visualiser une grossesse qui est bien intra-utérine. La localiser donc dans l'utérus, dater la grossesse à partir de la longueur crânio-caudale. L'activité cardiaque est importante à visualiser puisque à partir du moment où on n'a pas d'activité cardiaque, on sort du cadre légal de l'IVG et c'est la prise en charge d'une grossesse arrêtée. Expliquer à la patiente les alternatives possibles. Elle peut garder la grossesse, elle peut avoir des aides de l'État, elle peut amener la grossesse à terme et accoucher sous X ou confier son enfant à l'adoption. Bref, il faut lui expliquer qu'il existe des alternatives. Si bien sûr elle maintient sa demande, on va l'accompagner dans cette prise en charge. Quelles sont les différentes modalités possibles pour la prise en charge ? Il faut expliquer à la patiente et discuter avec elle de laquelle correspond le mieux. Modalité chirurgicale ou modalité médicale, en fonction de la patiente, de ses antécédents et des protocoles de service. Aux yeux de la loi, il n'y a pas d'obligation de telle ou telle méthode, ça va se discuter avec la patiente. Prescrire un bilan, et notamment le résus, capital, il est nécessaire de connaître le résus de la patiente, être sûr si elle est résus positif ou résus négatif. Éventuellement un bilan préopératoire si on envisage d'opérer cette patiente. Proposer un entretien avec le psychologue. Cet entretien n'est pas obligatoire chez la majeure, il est obligatoire chez la mineure. Et puis bien sûr, discuter avec cette patiente de la contraception. Comment ça se fait qu'elle soit tombée enceinte? Est-ce qu'elle ne prenait pas de contraception? Et auquel cas, il va falloir en initier une. Est-ce qu'elle en prenait une? Est-ce qu'elle l'a oubliée? Auquel cas, il va falloir discuter avec des alternatives. Pourquoi? Essayer de faire au mieux pour que cet incident ne se reproduise pas. Et puis, discuter des MST. Est-ce que c'est son mari avec qui elle est depuis des années, puis elle a oublié la pilule et elle est tombée enceinte? Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un qu'elle a rencontré, qu'elle ne connaît pas bien, et puis ils n'ont pas mis de préservatif, et le préservatif a craqué, auquel cas le risque de MST n'est pas le même, et dans ces cas-là, il va falloir proposer à la patiente un dépistage. Quels examens complémentaires doit-on réaliser et dans quel but? Je vous en ai parlé de l'échographie pelvienne, pour confirmer, localiser et dater la grossesse, réaliser un bilan préopératoire si on envisage une intervention, mais quoi qu'il en soit, chez toute patiente, le résus devrait être réalisé. En fonction du contexte, le bilan MST avec l'hépatite B, le VIH, la syphilis et éventuellement autres. Quelles sont les méthodes existantes pour pratiquer une IVG aujourd'hui? Deux possibilités, soit la technique médicale, qui va consister à prendre du RU486, mifepristone, mifégine. C'est un médicament un antiprogestérone qui va arrêter la grossesse et puis préparer le col. Puis, 36-48 heures après, un utérotonique, le Cytotec ou le Gimiso, je vous en parlerai après, qui va permettre en fait de contracter l'utérus et d'expulser le contenu utérin. Bien sûr, à ça, on y associe des antalgiques et des antivomitifs. Et toujours, une consultation de contrôle dans 15 jours. Concernant la technique chirurgicale, on va préparer le col avec la mifégine et ou le Cytotec. Et ça se passera au bloc opératoire, sous anesthésie générale ou sous anesthésie locale. On va dilater le col à la bougie de Hegar et on va pratiquer une aspiration douce du contenu utérin.
En péropératoire, on va faire un contrôle de la vacuité utérine pour être sûr qu'on a bien tout retiré. Concernant ces modalités, classiquement, avant cette semaine, on peut proposer à la patiente de réaliser son interruption médicale à domicile. Elle n'a pas besoin d'être hospitalisée. Elle prend le RU 486 et elle prend les 2 comprimés de Cytotec 36-48 heures après. Il faut bien sûr que la patiente soit informée que devant des douleurs ou des saignements importants, elle peut reconsulter à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ou alors l'IVG médicamenteuse en hospitalisation entre 7 et classiquement 9 semaines. Okay, je vous dis classiquement parce qu'il n'y a pas de vérité absolue sur le sujet. Ça dépend essentiellement des protocoles de service. La méthode chirurgicale peut se faire à tout terme, mais classiquement, c'est entre 9 et 14 semaines. Tout ça, ça dépend des services. Je peux vous raconter 2 situations. Soit il y a des services moins de 7 semaines IVG à domicile, plus de 7 semaines aspiration pour tout le monde, soit d'autres services qui proposent moins de 7 semaines IVG à domicile, entre 7 et 9 semaines IVG médicale en hospitalisation de journée, entre 9 et 12 semaines aspiration, et entre 12 et 14 semaines expulsion médicale et aspiration secondaire des rétentions trophoblestiques. Voilà, donc il n'y a pas de vérité, c'est toujours à adapter au service, à la patiente, aux antécédents de la patiente, à discuter à chaque fois. Compte tenu du contexte, que ne devez-vous pas oublier au décours de la prise en charge ? Bien sûr, chez cette patiente Rhésus négatif, il ne faut pas oublier la prévention de l'alloimmunisation Rhésus. Je vous transmets une phrase choc, mot-clé, c'est la prévention de l'alloimmunisation Rhésus par l'injection de gamma-globuline type Rofilac après recherche d'agglutinine irrégulière. À quoi ça sert la recherche d'agglutinine irrégulière ? Ça sert à s'assurer que la patiente n'est pas déjà immunisée. D'accord ? Ça a une valeur médico-légale. Si la patiente Rhésus négatif est déjà porteuse d'agglutinine irrégulière, ça ne sert à rien de lui donner du Rofilac. Si par contre la patiente n'est pas porteuse d'agglutinine, le Rofilac va permettre d'éviter qu'elle ait ces agglutinines qui pourront poser problème pour les grossesses suivantes. Donc, toute patiente Rhésus négatif, prévention de l'alloimmunisation Rhésus par l'injection de gamma-globuline anti-D type Rofilac après recherche d'agglutinine irrégulière. Bien sûr, chez cette patiente, il va falloir aussi instaurer une contraception. En première intention et devant l'absence de contre-indication, une pilule œstroprogestative. Chez cette patiente jeune, 18 ans, qui a eu ses premiers rapports récemment, il faut lui proposer, si ce n'a pas été déjà fait, la vaccination HPV, la vaccination contre le Human Papillomavirus avec du Gardasil. Et bien sûr, informer la patiente sur la sexualité et ses éventuels autres risques avec les MST. Malheureusement, cette patiente n'est pas revenue à la consultation de contrôle prévue et elle reconsulte 3 semaines après l'IVG aux urgences pour de violentes douleurs abdominales associées à une fièvre à 38,5 et des pertes sales avec des saignements persistants. Dans ce contexte, que doit-on redouter ? Eh bien sûr, c'est l'endométrite aiguë du post-avortum. Une notion est très importante à acquérir là-dessus, c'est la différence entre salpingite et endométrite. Les anglo-saxons ne s'embêtent pas de ces différences. Devant une fièvre, des douleurs abdominales, des métrorragies et des pertes sales, ils appellent ça une infection génitale haute. Malheureusement, en français, il convient de faire la différence entre la salpingite, qui est une maladie sexuellement transmissible qui se revient en dehors de contexte particulier et qui est principalement due au gonocoque et au chlamydia, et l'endométrite qui, toujours, surviendra après un événement. Le post-avortum, le postpartum, la mise en place d'un stérilet, un geste intra-utérin, une hystéroscopie ou un curetage. Bref, il y a toujours quelque chose qui va en fait abîmer la cavité utérine. Et dans ces cas-là, les germes vont coloniser et la cavité utérine et ils vont aller aussi dans les trompes. Donc ce qui est bien important de comprendre, c'est que dans le cadre de la salpingite, les germes remontent par voie ascendante et puis peuvent pas rester dans la cavité parce qu'il y a une grosse activité
hormonale et de cellules de défense. Bref, c'est pas facile de rester là, il y a des flux liquidiens importants. Ils préfèrent aller directement dans les trompes et coloniser les trompes et abîmer les trompes avec éventuellement une altération de la paroi des trompes, favorisant les grossesses extra-utérines, ou obstruant les trompes et entraînant une infertilité d'origine tubaire. Par contre, si la muqueuse endométriale a été abîmée, les germes remontent, vont proliférer dans la cavité, éventuellement même s'accrocher au fil du stérilet, je plaisante, et puis ils ne vont pas rester là. Ils voient les ostiatubères, ils vont aussi aller dans les trompes pour abîmer les trompes. Donc l'endométrite va à la fois altérer les trompes et altérer l'intérieur de la cavité. D'où cette double problématique. Les germes de la salpingite sont gonocoque, chlamydia, mycoplasme. Les germes de l'endométrite sont principalement des germes banaux avec l'Escherichia coli, le streptocoque, le staphylocoque. Quel bilan doit-on prescrire chez cette patiente ? Bien sûr, le bilan infectieux avec la NFS, la CRP, le bilan bactériologique, le prélèvement vaginal, éventuellement on pourra discuter un prélèvement endométrial à la pipelle de Cornier, ECBU hémoculture, un bilan d'imagerie, l'échographie pelvienne par voie suspubienne et par voie endovaginale va permettre de savoir s'il y a une rétention trophoblastique, s'il y a une pyométrie, et puis si on envisage de réopérer cette patiente, la mise à jour du bilan préopératoire. Quelle est la prise en charge à proposer à cette patiente ? L'hospitalisation dans le service de gynécologie, l'antibiothérapie, double, bactéricide, synergique, à bonne diffusion tissulaire, probabiliste, dirigé contre le staphylocoque en première intention, secondairement adapté aux germes et aux résultats de l'antibiogramme, en l'absence d'allergie et de contre-indication, pour une durée totale de 10 jours. En première intention, une pénicilline, donc pénicilline A, plus de l'acide clavulanique, augmentin 1 g x 3 par jour, associé à un aminoside, gentamicine, gentaline, 3 mg kg. Dans un dossier où il y a de la fièvre, où il y a A et G mal, des antalgiques adaptés à la douleur, et si à l'échographie on a constaté une rétention, il va falloir bien sûr vider cet utérus. En première intention, des utérotoniques avec le misoprostol sont indiqués. Il vaut mieux éviter dans ces contextes septiques d'aller faire une aspiration. L'utérus est fragile, c'est là où on risque de faire des perforations. On fera cette aspiration si la rétention est très importante, si la patiente a un choc septique ou s'il y a une pyométrie importante. Et bien sûr, toujours, la surveillance de la tolérance et de l'efficacité par des mesures cliniques et paracliniques. Quels sont les risques pour Madame Vie ? J'ai commencé à vous en parler tout à l'heure. Immédiatement, lié à son infection, le choc septique, l'échec du traitement, la résistance aux antibiotiques, l'allergie aux antibiotiques, et puis à distance, des douleurs pelviennes chroniques, la récidive des IVG, bien sûr, il faut savoir aujourd'hui qu'en moyenne, en France, une femme sur deux fera une IVG. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisque ce n'est pas 1 sur 2. Il y en a certaines qui vont en faire plus et qui vont contrebalancer celles qui n'en feront jamais. Mais malheureusement, quand on commence à faire des IVG, on est un peu sur un terrain à refaire des IVG. Les fausses couches tardives ou les risques d'accouchement prématuré liés au geste, au curetage, on a dilaté le col, d'accord ? Donc il peut y avoir une béance cervico-isthmique, et donc la patiente peut faire des fausses couches tardives après 16 semaines ou des accouchements très prématurés. Et puis bien sûr les problèmes liés à la fertilité avec l'obstruction tubaire, les germes qui ont proliféré dans la trompe et qui ont bouché la trompe, les grossesses extra-utérines liées à l'altération de la qualité tubaire, et puis les défauts d'implantation parce que l'endomètre a été abîmé, ou alors parce qu'il y a des synéchies, des accolements des deux faces de l'utérus. C'est dans ce contexte très particulier du postpartum, post-avortum, plus contexte septique, que les deux faces de l'utérus risquent de s'accrocher. En conclusion, dans un dossier d'IVG, il est impossible de passer outre l'aspect réglementaire. Le délai de 7 jours, qui peut être raccourci à 2 jours en cas de problème par rapport au terme, mais uniquement par rapport au terme et pas par rapport au problème de méthode. L'information de la patiente,
très important. La prise en charge de la mineure, présence des parents recommandés, c'est pas obligé. Présence d'un tiers majeur si la patiente ne veut vraiment pas en parler avec ses parents. Il faut qu'il y ait une tierce personne de confiance qui se porte garant pour elle. Et consultation médico-sociale obligatoire. Juste une petite aparté sur le Gimiso. Qu'est-ce que c'est le Gimiso? Le Gimiso, c'est du misoprostol avec le même excipient que le Cytotec. Or, le Cytotec n'a pas la MM en orthogénie. Donc, dans le décret de loi qui autorise l'utilisation, la réalisation des IVG à domicile à moins de 7 semaines, la loi a imposé 3 comprimés de RU 486, suivis 48 heures plus tard de 2 comprimés de Gimiso. D'accord? C'est exactement la même chose que le Cytotec, mais ça a la MM dans cette unique indication de l'IVG ambulatoire à domicile. Les modalités de prise en charge médicale ou chirurgicale sont à connaître et sont à discuter en fonction du contexte, de la patiente, de ses antécédents et du plateau technique. N'oubliez pas dans un dossier d'IVG de parler des maladies sexuellement transmissibles et de la contraception. D'accord? Si elle est tombée enceinte, c'est qu'il y a un défaut de contraception. Si elle est tombée enceinte, c'est qu'il n'y avait pas de protection mécanique. Est-ce que cette patiente est à risque d'avoir une maladie sexuellement transmissible? Les patientes Rhésus négatifs, prévention de l'allo-immunisation Rhésus. Si on vous dit que la patiente est Rhésus négatif, c'est sûr que quelque part, il va falloir prévoir l'allo-immunisation Rhésus. N'oubliez pas ce que je vous ai dit sur l'endométrite et la salpingite. Ça dépend du contexte. Il n'y a pas d'endométrite spontanée. Si vous évoquez le diagnostic d'endométrite, c'est toujours post quelque chose. Et dans le cadre d'une endométrite, est-ce qu'il y a une rétention? Et si oui, s'il y a une rétention, qu'est-ce qu'on en fait? Éviter l'aspiration au maximum. Dans ce dossier, nous avons traité de l'item numéro 28 et l'item 88 sur les infections génitales de la femme avec les leucorrhées. Je vous remercie.